Et après la RDC, un autre bras de fer se joue également au Sahel. Ces dernières semaines, on parle de nouvelles lois, de quotas, de renégociation de contrats. On en parle dans notre chronique économique bimensuelle de notre partenaire Jeune Afrique avec Aurélie Mbida. Bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef du pôle économie du magazine. Alors, est-ce que l'Afrique est en train de reprendre la main sur ses ressources ? Alors oui, clairement, on assiste à vraiment un chambardement, on va dire une recomposition du secteur minier ces derniers temps. Depuis 2 ans, le secteur minier bouge au Mali, au Niger, au Burkina. Les autorités ont engagé, comme vous disiez, des renégociations contractuelles avec les majors occidentales, des nouveaux contrats, des nouveaux codes miniers, une participation accrue de l'État. Au Mali, par exemple, les réformes engagées en 2023 prévoient jusqu'à 35% de participation de l'État dans certains projets stratégiques. Au Niger, la pression exercée sur les opérateurs étrangers, notamment dans l'uranium, a été très vive et a été très suivie. Exit Orano, par exemple, parmi d'autres sociétés internationales. Derrière cela, une volonté de capter davantage de valeur grâce à la transformation locale et pas simplement à l'exportation de minerais bruts, mais aussi, et là c'est l'évidence, une volonté de dégager beaucoup de cash pour financer des économies qui sont en guerre ou bien qui se replient sur elles-mêmes. Au-delà du Sahel, il y a aussi la RDC qui tient un discours Et on vient similaire. d'en parler. Exactement, sur le cobalt. Et puis il y a la Guinée avec le fer du Simandou. Mais est-ce une vraie reprise de contrôle ou est-ce une prise de risque ? C'est toute la question. L'Afrique pèse lourd dans cette économie, dans la transition énergétique mondiale. Selon l'US Geological Survey, le continent concentre en lui seul plus près de 70% des ressources mondiales de cobalt, principalement en RDC, près de 40% du manganèse et puis également de riches sous-sols en lithium et puis en graphite, dans un contexte où les États-Unis, l'Europe, la Chine se battent pour les chaînes d'approvisionnement. Le rapport de force, il pourrait être en faveur des pays producteurs. Mais bon, la réalité, elle est un petit peu plus nuancée. Les investisseurs vont aussi regarder finalement le risque pays, la stabilité, les tensions politiques au Sahel, les ruptures institutionnelles, les incertitudes juridiques, ça pèse dans les décisions d'investissement. Plusieurs groupes miniers d'ailleurs ont réévalué dernièrement leur stratégie sur le continent. Et dans tout cela, est-ce que Mining Indaba, la grande messe du secteur qui s'est clôturée la semaine dernière en Afrique du Sud, a apporté des éléments de réponse ? Alors, il y a eu des questions et des réponses. À Cape Town, en tout cas, les États africains sont venus avec des demandes. Ils ont réclamé des partenariats plus équilibrés. Les investisseurs, eux, ont demandé une stabilité réglementaire, un cadre juridique un peu plus clean. Le communiqué final, d'ailleurs, a insisté sur la nécessité d'être plus prévisible. Plus prévisible égale plus de capitaux. En d'autres termes, on ne peut pas vouloir capter plus de valeur sans garantir un cadre stable. Et pendant ce temps, la concurrence mondiale s'intensifie. Exactement. L'Australie, le Canada, l'Amérique latine, tous accélèrent. Le Chili, l'Argentine, par exemple, se structurent sur la filière lithium. L'Australie reste une juridiction minière des plus stables. Les capitaux, eux, ils sont mobiles. Si le cadre devient trop incertain en Afrique, ils iront ailleurs. Pourtant, les besoins du continent sont énormes. Selon la Banque africaine de développement, le déficit annuel de financement des infrastructures représente plus de 100 milliards de dollars. Donc les recettes minières auraient été bienvenues et seraient bienvenues pour combler cet écart. Tout l'enjeu donc est de trouver cet équilibre entre les conditions plus fermes et en même temps rester attractif. C'est probablement le défi minier de la décennie. Aurélie Mbida, merci, rédactrice en chef du pôle économie à Jeune Afrique.